Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. J'espère que votre week-end se passe à merveille, et que vous êtes prêts, comme chaque semaine, à vous laisser emporter par une histoire venue du fond des âges. Aujourd'hui, on va parler d'un roi, un personnage haut en couleur, dont le nom est resté célèbre pour une bien curieuse mésaventure. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de Midas. Midas, ce nom évoque tout de suite l'or, n'est-ce pas? La légende du toucher d'or, cette bénédiction divine qui se transforme en malédiction, où tout ce qui l'effleure se change en métal précieux, même sa propre fille. Une histoire fascinante et un avertissement sur les dangers de la richesse. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'or. Enfin, pas vraiment. On va plutôt se pencher sur une autre histoire, moins connue peut-être, mais tout aussi croustillante, qui nous parle d'humilité, de jugement et d'oreilles d'âne. Accrochez-vous, car l'Olympe et la mythologie grecque nous réservent toujours des surprises, des leçons et des destins à nul autre pareil. Notre récit nous emmène en Phrygie, un royaume d'Asie mineure, où régnait donc notre cher Midas. Un homme qui n'était pas spécialement réputé pour sa sagesse, vous l'aurez compris. Si le toucher d'or l'avait déjà mis à l'épreuve, sa capacité à juger l'art et la beauté allait lui valoir une humiliation mémorable. Imaginez la scène, les dieux, les demi-dieux, les créatures mythiques se mêlent souvent aux affaires des mortels, pour le meilleur et pour le pire. L'un de ces êtres, c'est Pan. Vous le connaissez peut-être, avec ses pattes de bouc, ses cornes, et sa fameuse flûte, la syrinx, qu'il a lui-même inventée. Pan est le dieu des bergers, des troupeaux, de la nature sauvage. Sa musique est rustique, joyeuse, pleine de vie, un peu désordonnée peut-être, mais tellement entraînante. Il aime à se pavaner, à jouer de son instrument au milieu des forêts et des montagnes, et il est persuadé d'être le meilleur musicien qui soit. De l'autre côté de l'échiquier divin, nous avons Apollon. Et là, on change de catégorie. Apollon, c'est le dieu de la lumière, des arts, de la musique, de la poésie. Il est beau, majestueux, et sa lyre est un instrument divin, capable d'enchanter les dieux eux-mêmes. Sa musique est pure, harmonieuse, céleste. Une perfection musicale incarnée. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Deux musiciens, deux styles radicalement opposés, et un ego colossal de chaque côté. Il était inévitable qu'une confrontation ait lieu. Et cette confrontation, elle fut lancée par Pan lui-même. Vous vous rendez compte de l'audace? Défier Apollon, le dieu de la musique en personne. Un peu comme si un musicien de rue allait défier Mozart en duel. C'est inconscient, c'est téméraire, c'est panique. Le défi est lancé. Qui des deux est le meilleur musicien? Le lieu choisi pour ce concours épique fut le mont Thémolus, une majestueuse montagne de Lydie. Et pour juger cette joute musicale, il fallait des arbitres. Le premier, ce fut Thémolus lui-même, l'esprit de la montagne, un vieil homme sage et respecté, capable de discernement. Mais il fallait un second avis, peut-être plus humain. Et c'est là que notre cher Midas entre en scène. Il se trouvait dans les parages, probablement à se promener ou à chercher des pépites d'or, qui sait, et fut désigné pour cette tâche délicate. Le silence se fit sur la montagne. Les nymphes, les satyres, les esprits de la forêt et même quelques mortels curieux s'étaient rassemblés pour assister à ce spectacle unique. Pan fut le premier à jouer. Il porta sa syrinx à ses lèvres et en tira des sons champêtres, joyeux, un peu sauvages. On entendait le murmure du vent dans les roseaux, le bêlement des chèvres, la vie trépidante de la forêt. C'était entraînant, on avait envie de danser, de sauter, de vivre au rythme de la nature. Son public, enchanté, applaudit avec enthousiasme. C'était simple, direct, authentique. Puis vint le tour d'Apollon. Il s'avança, majestueux, sa lyre d'or à la main. Il effleura les cordes et une mélodie céleste s'éleva, emplissant l'air d'une harmonie divine. C'était d'une beauté à couper le souffle, une perfection sonore qui transcendait tout ce qu'on avait pu entendre. Les notes s'envolaient, portaient l'âme vers des hauteurs insoupçonnées, éveillaient des émotions profondes. Il n'y avait plus de forêt, plus de montagne, juste cette musique pure, parfaite. Le public, subjugué, retint son souffle. Vint alors le moment du jugement. Thémolus, l'esprit de la montagne, prit la parole. Sa voix grave résonna, sans conteste, la victoire revient à Apollon. Sa musique est d'une beauté et d'une perfection inégalée. C'est l'art à son apogée. Le public approuva d'un murmure respectueux. Le cas semblait réglé, mais c'était sans compter sur notre ami Midas. Ah, Midas, il avait écouté les deux prestations avec la plus grande attention, ses sourcils froncés dans une concentration intense. Et lorsqu'on lui demanda son avis, il déclara, avec l'aplomb qu'on lui connaissait, « Je ne suis pas d'accord. La musique de Pan, simple et rustique, est bien plus agréable à mon oreille. Elle est plus vivante, plus naturelle. La perfection d'Apollon est froide, trop divine. » Silence, un silence assourdissant. Le public était stupéfait. Comment osait-il? Comment pouvait-il préférer le simple chant du berger à la magnificence divine d'Apollon? Thémolus fronça les sourcils. Et Apollon?
Apollon, dieu de la lumière et de la vérité, ne put contenir sa fureur. Son visage, d'ordinaire si serein, se tordit de rage. Comment un mortel pouvait-il être à ce point dépourvu de goût, d'intelligence musicale? Comment pouvait-il ainsi insulter l'art divin? Pour Apollon, ce n'était pas seulement une question de préférence. C'était un affront, une preuve d'une grossièreté d'esprit telle qu'elle méritait d'être soulignée, même marquée, sur le corps de celui qui l'avait prononcée. Le dieu, d'une voix tonitruante, s'adressa à Midas. Puisque tes oreilles sont incapables de distinguer la beauté et la perfection, et qu'elles préfèrent les bruits vulgaires de la nature, qu'elles soient en accord avec les créatures que tu admires. Et en un instant, sous le regard médusé de l'assemblée, les oreilles de Midas commencèrent à se transformer. Ses lobes s'allongèrent, ses cartilages s'étirèrent, se couvrirent d'un fin duvet, et se dressèrent en pointe, exactement comme les oreilles d'un âne. Imaginez l'horreur. Midas, roi de Phrygie, se retrouvait affublé de ses appendices disgracieux et ridicules. Le signe de sa stupidité, de son manque de discernement, était désormais visible par tous. La honte de Midas fut immense. Il se cacha le visage, voulant disparaître. Apollon, sa vengeance accomplie, disparut dans un éclair de lumière, laissant Midas seul avec son fardeau. Ce fut une leçon cinglante, un rappel brutal de ne jamais juger ce que l'on ne comprend pas, et de ne jamais se croire plus sage qu'un dieu. Mais Midas était un roi, et un roi avec des oreilles d'âne, ce n'était pas vraiment l'image qu'il voulait projeter. Alors, il s'empressa de cacher son secret. Il fit fabriquer des turbans sophistiqués, des coiffes élaborées, toujours assez larges pour masquer entièrement ses oreilles. Pendant un temps, personne ne sut la vérité. Personne, à l'exception d'une seule personne, son barbier. Chaque semaine, le barbier de Midas était contraint d'approcher ses oreilles, de les raser délicatement, et de garder le terrible secret du roi. Imaginez la pression, un secret si énorme, si ridicule, et si dangereux s'il venait à être révélé. Midas avait probablement menacé son barbier des pires châtiments s'il osait prononcer un mot. Le barbier, pauvre homme, était rongé par ce fardeau. Un secret, mes amis, ça pèse lourd. Ça démange, ça gratte, ça bouillonne à l'intérieur. Il fallait qu'il le dise, qu'il le crie, mais il ne le pouvait pas. La loi du roi était implacable. Mais la nature humaine a ses propres lois. Le besoin de partager, de libérer cette information qui vous étouffe, est parfois plus fort que la peur. Alors, le barbier, dans un acte de désespoir et de génie à la fois, trouva une solution. Il ne parlerait pas à un homme, non. Il irait parler à la terre. Il se rendit loin du palais, dans un endroit désert, creusa un trou dans la terre et, s'assurant que personne ne l'entendait, il chuchota son secret au fond du trou. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Puis, soulagé, il reboucha le trou et repartit, persuadé d'avoir libéré son âme sans trahir son roi. Mais la nature, mes amis, est une bavarde impénitente. Sur ce lieu précis où le barbier avait enfoui son secret, des roseaux commencèrent à pousser. Des roseaux, comme par hasard, qui n'avaient pas leur pareil pour bruire au vent. Et à chaque fois que la brise soufflait, les roseaux se mettaient à murmurer, à bruire, répétant inlassablement le secret du barbier. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Peu à peu, les voyageurs qui passaient par là entendirent ce chuchotement étrange. D'abord intrigués, puis amusés, ils comprirent le message. Et c'est ainsi que la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. De bouche à oreille, de village en village, la vérité sur les oreilles de Midas fut connue de tous. Le secret, si précieusement gardé, si lourdement tu, était sorti de terre pour éclater au grand jour. L'humiliation de Midas fut totale. Le roi de Phrygie, qui avait autrefois tout transformé en or, était désormais la risée de son propre peuple à cause de ses oreilles. L'histoire ne dit pas ce qu'il advint du barbier, ni comment Midas vécut cette révélation publique. On peut imaginer une période de grande honte, peut-être de solitude. Mais on peut aussi espérer qu'il en tira une leçon, une véritable leçon d'humilité. Alors, que nous apprend cette histoire, au-delà de l'anecdote amusante? Elle nous parle d'abord du jugement, de la difficulté d'apprécier ce qui est beau, ce qui est grand, quand on n'a pas soi-même la sensibilité ou la connaissance requise. Midas a fait preuve d'une arrogance aveugle, préférant le facile au sublime, le rustique au divin. Et sa punition fut à la mesure de son erreur. Ses oreilles devinrent le miroir de son manque de discernement. Elle nous parle aussi du poids des secrets, et de l'impossibilité de les garder éternellement. Un secret, surtout s'il est gros et lourd, finit toujours par trouver un moyen de s'échapper, de se propager. Que ce soit par une indiscrétion, un murmure au vent, ou le simple passage du temps qui efface les menaces. Enfin, cette légende nous rappelle la puissance des dieux, leur intransigeance face à l'orgueil et à l'insolence des mortels. Dans le monde grec, on ne défiait pas un dieu impunément, surtout un dieu des arts comme Apollon. Il y avait toujours une leçon, souvent cruelle, pour remettre les hommes à leur place.
L'histoire de Midas et de ses oreilles d'âne est un mythe qui traverse les âges, un récit plein d'humour et de sagesse, qui nous invite à plus de modestie, à cultiver notre goût, et à ne jamais sous-estimer la force d'un secret, même enfoui. C'est aussi une magnifique façon de raconter comment la musique, l'art et la beauté nous élèvent, et comment l'incapacité à les apprécier peut nous rendre, à notre tour, un peu âne. Voilà, chers auditeurs, pour cette histoire de roi, de dieu, de flûte et de lyre, qui, j'espère, vous aura transporté. N'oubliez jamais qu'une bonne histoire est toujours là pour nous faire réfléchir, pour nous faire sourire, et pour nous rappeler que même les rois les plus puissants ne sont pas à l'abri d'une petite paire d'oreilles d'âne. Je vous remercie de votre écoute fidèle. Prenez bien soin de vous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'histoire et les légendes, toujours avec l'historien du dimanche. À très bientôt.